Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène en tour du monde. Mais attention, pas un tour du monde comme vous pouvez vous l'imaginer, grimper dans je ne sais pas combien d'avions en 6 mois, 1 an, survoler chaque pays les uns après les autres. Non, puisque je vous emmène faire un tour du monde en stop. Enfin, je vous emmène. C'est plutôt Juliette qui va vous emmener. Juliette, plus connue sous le nom de la Bretonne en stop sur les réseaux, a 25 ans et s'apprête à vivre l'expérience la plus folle de sa vie. Partir pour plusieurs années, seule, faire le tour du monde en stop. Quand je l'ai découverte sur Instagram, j'ai de suite 1000 questions qui me sont venues à l'esprit. Pourquoi seule ? Pourquoi en stop ? Comment on fait du stop ? Comment on repère le danger ? Et puis même, c'est dangereux de partir seule en stop autour du monde. Et je ne pense évidemment pas être la seule à me poser ces questions. Voyager seule quand on est une femme, c'est un sujet qui intrigue et intéresse beaucoup. Il n'y a rien qu'à voir le nombre d'articles, de forums Facebook, de vidéos YouTube qu'il existe déjà à ce sujet. Mais ce qui tombe bien, c'est que Juliette a accepté mon invitation pour participer au podcast. L'idée, c'est pas de vous dire « Demain, partez toutes faire un tour du monde en solo et en stop pendant plusieurs années ». Mais c'est que ça reste super important d'avoir des modèles pour s'inspirer, pour se donner confiance et pour se montrer que c'est possible de vivre sa propre aventure à son échelle. Trêve de blabla et je vous laisse avec l'interview. Ah, et j'ai oublié, aujourd'hui, le jour où sort l'épisode, le 3 février 2023, c'est le jour du grand départ pour Juliette, alors courez la soutenir sur Instagram et sur TikTok. Bonjour Elise. Bienvenue sur le podcast, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de me recevoir. Et comment tu vas à quelques jours donc du grand départ ? Alors je te cache pas que c'était un peu la course sur la dernière ligne droite, là j'ai beaucoup de choses à faire encore, notamment pour trouver le matériel, il me manque encore quelques petites choses à régler et toutes les classes à rencontrer. Mais j'ai hâte, j'ai super hâte et je suis contente de faire tout ça. Pour commencer quand même, est-ce que tu pourrais te présenter ton rapport au voyage pour qu'on comprenne un peu ce qui t'a amené à te lancer dans ce projet ? Ouais, totalement. Donc moi c'est Juliette, j'ai 25 ans, je suis bretonne si on l'a pas encore compris. J'adore tout ce qui est aventure, mais aussi beaucoup la rencontre humaine. Et je suis beaucoup engagée sur toutes les thématiques, notamment environnementales et féminisme. Et je voyage depuis pas mal d'années maintenant. Et depuis mes 16 ans à peu près seule. Et donc là je pars pour le coup une plus grosse aventure parce que ce sera la première fois pour moi que je pars en stop sur de si longues années et seule. Et donc tu disais que tu avais pas mal voyagé avant, en avion j'imagine. Ouais. Et maintenant tu décides de complètement stopper l'avion pour voyager en stop, c'est le cas de le dire. C'est ça. Comment ça s'est venu cette prise de conscience le jour où tu t'es dit l'avion c'est fini pour moi ? Ce sera le stop. C'est une bonne question. C'est vrai que depuis que je suis jeune, je voyageais beaucoup. J'ai commencé par voyager plutôt en Europe, donc plutôt local finalement. Initialement, j'avais fait notamment Interrail, beaucoup de couchsurfing un peu partout en Europe. Et ensuite, j'ai commencé à partir un peu à l'étranger. J'ai fait des missions humanitaires, notamment au Costa Rica. Et là, ça a été un peu le déclic du voyage, le fait un peu l'euphorie d'être seule dans des pays à l'étranger. Donc, je me suis mise à beaucoup faire des road trips. Généralement, sur les continents, je voyageais beaucoup en car. Mais par contre, effectivement, je prenais beaucoup l'avion aussi pour faire tous ces voyages. Et en plus, j'ai fait mes études aux États-Unis et ensuite à Taïwan. Donc, je te cache pas que j'ai vraiment beaucoup pris l'avion. Et en rentrant, il y a eu le Covid. J'étais un peu aussi bloquée chez moi. Je me suis beaucoup renseignée sur toutes ces questions environnementales j'avais déjà un fort attrait pour ça, mais j'avais peut-être moins pris le temps d'approfondir toutes ces questions. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, l'avion, ça avait un gros impact carbone, que j'avais pas forcément conscience de ça avant. Et en fait, plus je prenais conscience que l'avion, c'était pas forcément optimal si on était militante pour l'environnement, plus je me disais comment je vais faire.
Et c'est ce que j'expliquais un peu aussi sur mes posts, c'est que du coup, j'ai commencé à avoir un peu cette dissonance pendant quelques temps où j'étais très militante sur l'environnement dans ma vie perso, mais j'avais toujours tellement cet attrait pour l'aventure et cette envie de bouger partout que j'arrivais pas à arrêter l'avion. Du coup, je fais un peu l'autruche sur ce sujet-là. Et c'est au fur et à mesure, en fait, ça a été très progressif. Hein, j'ai pas du tout décidé du jour au lendemain d'arrêter l'avion, mais ça a été au fur et à mesure où je me rendais compte que j'étais pas en accord avec moi-même. Et j'ai réfléchi à comment je pouvais voyager différemment. Et au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, j'avais plein d'autres solutions et qu'en plus, c'était des solutions qui me correspondaient assez bien, parce que j'aime bien voyager de manière justement à l'aventure, quoi. Et voilà, il y a un moment où je me suis dit, bon, bah, Juliette, là, c'est bon, tu passes un cap et tu arrêtes de prendre l'avion et tu te débrouilleras pour trouver d'autres solutions. Donc ça s'est fait de manière progressive. Aujourd'hui, si on pouvait te demander un peu ta vision du tourisme durable, globalement, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu nous répondrais? Bah, j'ai pas mal réfléchi à cette question-là du coup ces derniers temps et pour moi le tourisme durable ça serait justement en fait toutes ces réflexions de comment voyager autrement en fait, parce que c'est vrai que ces dernières années on nous a un peu vendu justement en fait le voyage comme étant nécessairement le fait d'aller à l'autre bout du monde dans dans des endroits paradisiaques, voilà, comme si c'était le seul moment où on allait ressentir un peu cette paisibilité, cette tranquillité d'esprit, ce goût pour l'aventure, comme s'il fallait forcément avoir ce critère-là de prendre l'avion et d'aller à l'autre bout du monde pour avoir ce changement. Je pense que finalement, c'est pas vraiment ça, voyager. Pour moi, voyager, c'est vraiment justement tout ce qui va avec. C'est le transport, c'est les temps longs, c'est rencontrer des personnes. C'est vraiment en fait prendre le temps de découvrir et un peu justement avoir l'esprit libre pendant qu'on découvre des endroits. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment le tourisme durable, c'est justement chercher à déconstruire un peu les idées qu'on a sur le voyage, et c'est se dire, en fait, voyager autrement, ça peut être voyager, vivre l'aventure près de chez moi, ça peut être voyager un peu plus loin, mais alors différemment. Voilà, c'est tout reconsidérer nos stéréotypes du voyage et essayer de trouver des solutions qui vont pas impacter les endroits où on va et le monde en général. Ouais, c'est ça. On nous a un peu vendu pendant des années donc un certain imaginaire du voyage paradisiaque à l'autre bout du monde, et là on est en train petit à petit de le reconstruire différemment. C'est ça, c'est complètement ça. Là je te propose maintenant qu'on parle de ton projet plus précisément. Tu me disais tout à l'heure en off que tu étais débordée par les derniers préparatifs. Tu pars donc le 3 février, qui est aussi la date de sortie du podcast. Voilà, ça tombe vraiment très très bien. Comment est-ce que ça t'est venu l'idée de ce projet? Parce que bon, il y a quand même un grand fossé entre on arrête l'avion et on part faire le tour du monde en stop. C'est quand même différent. Tout à fait. Et ça s'est pas du tout fait tout de suite comme ça non plus. Hein. C'est encore une question de grosse réflexion. En fait, pour t'expliquer, ça fait des années que j'avais envie d'aller en Australie. Et je me suis toujours dit, j'ai pas envie d'aller d'un coup comme ça pour quelques semaines. Parce que j'étais à Taïwan, donc j'avais la possibilité quand je prenais encore l'avion. Et je me suis toujours dit, non, je veux vraiment y rester plusieurs années, quitte à m'expatrier, etc. Donc c'était un projet depuis des années. Et sauf qu'après j'ai pris la décision de ne plus prendre l'avion, et donc je me suis dit ça sera un peu un petit rêve que je mets entre parenthèses, sauf que je suis très têtue et que j'ai continué à réfléchir à comment je pouvais sinon un jour m'y rendre. Et je me suis dit en fait ne pas prendre l'avion, ça veut pas forcément dire que je vais plus du tout voyager à l'autre bout du monde, mais dans ces cas-là, si jamais je vais loin, en fait, c'est moi qui prends la décision d'avoir un temps très long, et ça sera un peu le voyage d'une vie. Et voilà, après, je resterai plus à mon échelle locale. Et si je veux faire un grand voyage, du coup, j'y mets tous les moyens, et ça, voilà, je prends la décision que ça sera ce voyage qui sera marquant dans ma vie. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur comment y aller en train et en bateau. Je me suis dit, ça sera bien en termes d'émissions, ça peut le faire, etc. Sauf qu'après, il y a eu aussi tout ce qui était conflit en Ukraine, et il y a eu pas mal d'autres de gros conflits géopolitiques qui faisaient que je me disais que c'est un peu compromis de faire comme ça. Donc là, j'ai un peu continué à réfléchir. J'étais aussi en contact avec beaucoup d'aventuriers avec qui j'ai beaucoup échangé, et dont certains qui faisaient du stop.
Et en fait, ça a été un peu un déclic, si je peux dire. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, j'adore, justement, ce qui me marque le plus, c'est justement les rencontres humaines. Et en fait, le stop, vraiment, c'est pépite pour ça. C'est-à-dire que tu fais quotidiennement des rencontres, que tu vas dans des endroits que tu n'aurais jamais découverts, que tu sors totalement des sentiers battus. Au fur et à mesure, plus je réfléchissais au stop, plus je me disais, mais en fait, c'est vraiment le moyen de voyager qui correspond pour prendre le temps, pour aller dans des endroits justement que tu n'aurais pas découvert par toi-même, et aussi pour créer ce contact humain, tout le temps de découvrir de nouvelles personnes et sortir aussi un peu de ce schéma de... comment expliquer? C'est vrai que par exemple j'ai beaucoup voyagé en hostel avant, et je rencontrais beaucoup de voyageurs qui étaient en fait des super rencontres, hein. Beaucoup étaient comme moi, pensaient plein de choses comme moi, on avait des super discussions, etc. Mais c'est vrai que des fois c'est aussi un peu nos catégories sociales, où finalement on est beaucoup à se ressembler. Et là du coup c'est aussi un moyen de rencontrer des personnes que j'aurais jamais rencontrées sinon dans ma vie ordinaire, entre guillemets. Voilà, donc ça s'est un peu construit comme ça. Au début, tu disais que tu voulais pas axer ton aventure sur je suis une femme qui fait un tour du monde seule en stop, mais juste je fais un tour du monde en stop. Puis t'as un petit peu changé de positionnement. Ouais. Comment tu l'expliques? Totalement. Ça a été une grosse réflexion, mais c'est pas encore même réglé pour moi maintenant. Mais de base, effectivement, je me disais, il y a pas mal de mecs qui l'ont fait. Moi, je vais le faire aussi. Et j'ai pas envie de dire, c'est parce que je suis une fille que ça devient formidable ce projet. J'avais pas envie forcément de l'axer comme ça. Et en fait, au fur et à mesure d'échanges avec des femmes qui faisaient du stop, au fur et à mesure d'échanges avec aussi beaucoup de femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, mais comment tu oses faire ça? Moi, ça me fait trop peur. Mais même aussi face à beaucoup de commentaires de mecs qui me disaient, mais c'est inconscient, t'es une femme, tu devrais pas. Que ce soit bienveillant ou non, il y avait vraiment de tout. Je me suis dit, en fait, c'est pas anodin. En fait, c'est un sujet qui revient énormément, et donc c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était important d'avoir des modèles finalement, et des personnes qui nous donnaient le courage un peu de faire ce genre de choses. Je sais que moi, par exemple, il y a Florence Renaud, la première femme, il me semble, qui a fait le tour du monde en stop. Et je sais que moi, quand j'ai commencé à me renseigner, j'avais vu que des mecs l'avaient fait, mais quand j'ai su que elle l'avait fait, ça m'a quand même beaucoup confortée. J'ai pu aussi plus m'identifier, plus me projeter aussi dans ce périple. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, c'était nécessaire justement d'avoir ce genre de modèle et de personnes qui nous aidaient aussi nous-mêmes à franchir le cap. Donc voilà, j'ai pas la prétention de me dire je vais être un modèle pour plein de femmes, etc. Mais je me dis voilà, si ça peut aussi avoir son impact et faire son bout de chemin et montrer que c'est pas forcément tout rose, hein. Il y a forcément des choses que ça induit, le fait d'être une femme qui fait du stop partout dans le monde. Mais voilà, je pense que c'est en commençant à parler de ces sujets, en commençant à montrer comment ça se passe, qu'on enlève aussi ce tabou, qu'on montre ce qui va pas. Et c'est comme ça que d'autres personnes oseront se lancer et se lanceront en connaissance de cause et pas à l'aveugle aussi, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais des commentaires des gens qui disaient ne fais pas ça, c'est trop dangereux. La plupart de tes commentaires, c'était même bon courage, fais attention. On voit vraiment l'aspect que ça fait peur aux gens. Les gens ont peur pour toi. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Et toi, comment tu as surpassé cette peur et tu t'es dit, non, je peux le faire, il n'y a pas de problème? Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient constamment, et je sais que je suis amenée à beaucoup rassurer mon entourage, mais aussi les gens autour de moi. C'est pas forcément malveillant en fait, mais il y a vraiment une grande peur autour de faire du stop. Et ça, je crois que c'est bien que j'ai réussi à prendre de la distance vis-à-vis de ça, parce que sinon, je pense que je n'aurais jamais réussi à me lancer. Comment je prends cette distance? En fait, c'est une bonne question. Je pense que déjà, ce qui fait peur généralement, c'est que c'est un peu la peur de l'inconnu. C'est généralement aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément fait du stop. Du coup, on a aussi un imaginaire qui est transmis dans les médias, où on nous dit le stop, il y a eu des problèmes, attention, c'est dangereux. Alors qu'en fait, on se rend compte en le pratiquant que la plupart du temps, c'est énormément de bonnes rencontres et de rencontres extrêmement marquantes. Et que c'est plutôt ça qui ressort dans la pratique du stop. Donc déjà, je pense qu'il y a aussi cet imaginaire
autour du stop qui existe et qui est pas forcément celui qui reflète le mieux le stop. Mais effectivement, après, ça arrive qu'il y ait des problèmes. Et ça, c'est un deuxième point. Et ça, je l'avais un petit peu abordé sur les réseaux sociaux aussi. Quand je me suis entraînée cet été, donc j'ai fait Paris jusqu'au Portugal en stop, j'avais eu notamment une mauvaise expérience avec un homme. Et ça, du coup, j'avais décidé de le partager aussi et de dire, en fait, là, j'ai dû vraiment poser mes limites et vraiment demander à partir de la voiture parce que je le sentais pas. En tout cas, c'est ma volonté aussi, c'est vraiment d'être transparente et de pas dire oui, tout va être beau, tout se passe bien. Je dis pas qu'il y a aucune raison d'avoir peur parce que c'est pas vrai. On sait pas, en fait, on sait pas ce qui peut arriver. Mais par contre, j'ai pas envie de renoncer à mes rêves et à toutes ces rencontres que je fais sur la route qui sont pour moi beaucoup plus enrichissantes que le négatif qui peut arriver. J'ai un peu arbitré entre le danger que je pense avoir en faisant du stop, qui pour moi n'est pas forcément un danger nécessairement beaucoup plus grand que dans ma vie quotidienne quand je restais à Paris à pas d'heure et à faire des soirées ou quand je me promène au quotidien. Enfin voilà, il y a plein de situations où finalement on a du risque dans notre quotidien et c'est juste qu'on est tellement habitué à cette routine qu'on s'en rend pas forcément compte du danger ou de ce à quoi on s'expose, alors que là ça paraît tout de suite s'exposer davantage alors que c'est juste du fait de sortir de sa routine finalement. Donc voilà, donc c'est un peu un arbitrage aussi que j'ai fait entre le danger auquel je m'expose et tout le bonheur que ça m'apporte d'aller vers quelque chose qui me ressemble et d'accomplir quelque chose que j'ai envie d'accomplir. Et en fait, l'arbitrage il est vite fait. Et je pense que c'est pour ça que je suis aussi assez convaincue malgré tous les commentaires où on me dit qu'il y a un risque, quoi. Donc, tu parlais quand même de ta mauvaise aventure au Portugal. Ouais. Comment est-ce que tu vas limiter les risques? Comment est-ce que tu repères quand même une situation dangereuse? Parce que voyager et faire du stop, c'est pas inné, ça s'apprend. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait de stop. Ouais. Comment est-ce qu'on fait du stop en toute sécurité en tant que fille seule? Alors, c'est une bonne question. Je sais pas s'il y a une réponse en fait toute faite. Enfin, c'est vraiment aussi chacun qui le ressent comme il le veut et comme il veut le faire. Moi, je sais que déjà, il y a un site qui s'appelle Itchwiki. Je pourrais peut-être le mettre en lien, je sais pas. Ouais, je le mettrai en description. Ouais, voilà, c'est ça. Il permet de recenser dans plein de pays les spots dans lesquels les autostoppeurs ont fait du stop, des commentaires sur ces endroits-là. Il y a aussi justement le niveau de difficulté dans les pays et des impressions globales. Donc déjà, ça me donne un premier aperçu du pays et de la situation du stop dans le pays. Donc ça, c'est un peu au niveau global, ça permet de se rassurer. Et ensuite, au niveau, du coup, une fois que tu te lances, concrètement, comment tu fais? Je sais que, en fait, c'est vraiment controversé, ça dépend vraiment des autostoppeurs. Certains ont un panneau et décident de faire du stop avec leur petit carton où ils mettent directement la destination. D'autres, et moi, c'est ce que je fais des fois, tendre juste le pouce et en fait, c'est quand les conducteurs s'arrêtent, on leur demande où ils vont et en fonction de ce qu'ils nous disent, nous, comme ça nous laisse aussi un peu la possibilité de dire ah non, c'est pas la destination où je vais finalement. Donc ça nous laisse un peu cette possibilité de finalement dire non. On m'a aussi conseillé, par exemple, de prendre la plaque d'immatriculation, de dire que moi, c'était quelque chose que je faisais automatiquement avant de monter dans chaque voiture. Voilà, je sais que chacun a un peu sa stratégie comme ça. Chacun adapte un peu à ce qui lui permet de se sentir safe. Moi, au global, un peu le conseil que j'aurais à donner, c'est que déjà, faut pas se forcer à monter dans une voiture. Enfin, si on le sent pas, dans tous les cas, il y aura toujours une autre voiture qui va passer. Donc voilà, faut pas se précipiter et faire confiance à son instinct, ça c'est ce qu'on dit beaucoup. Et après, c'est une fois dans la voiture, pareil, en fait, je pense que c'est aussi beaucoup quelque chose de l'attitude et que si on est ferme, que si après c'est du ressenti personnel et il n'y a pas de bonne manière de faire, mais que si dès le début on est assez ferme et qu'on est assez clair sur ce qu'on veut, où on veut aller et qu'il n'y a pas de place au doute ou quoi que ce soit, ça réduit beaucoup les risques. Mais voilà, je pense que c'est plutôt des fois les mauvaises interprétations d'un conducteur par exemple face à une fille qui va faire que du coup il va de plus en plus se permettre des choses, alors que des fois en fait le fait d'être très franche et très directe et très cash et vraiment pas laisser le place à quel que soit le quiproquo et de dire non mais en fait s'il y a un quiproquo, moi je descends et on s'arrête là tout de suite parce que je suis pas là pour ces raisons-là, je suis là pour aller d'un point A à d'un point B. Voilà, ça permet d'éclaircir les choses et puis voilà. Après voilà, il y a pas de recette miracle mais c'est un peu des petites astuces comme ça qui permettent aussi de
de savoir comment vite réagir, parce que c'est ça le plus compliqué, je pense, finalement, au stop, c'est que tu dois juger assez rapidement de la situation, l'évaluer pour prendre des décisions. Et je pense que c'est vraiment un peu la clé du stop, quoi, entre guillemets. Quand tu dis que tu prends la plaque d'immatriculation de la voiture, tu dis au chauffeur que tu la prends? Alors moi je l'ai jamais faite, mais c'est sur des forums justement, notamment d'autostoppeuses, que ce conseil revenait souvent, de personnes qui vont par exemple demander à prendre la plaque d'immatriculation avant de monter dans le véhicule et dire qu'ils l'envoient à l'un de leurs proches pour les rassurer. Comme ça, du coup, le conducteur est un peu plus attentif et sait que quelqu'un a quand même des informations sur lui. Après, c'est jamais quelque chose de forcément 100% sûr, mais bon, ça rajoute quand même une part de sécurité. C'est comme le partage de localisation aussi. C'est ça. Ouais. En fait, l'idée, c'est vraiment de montrer au conducteur qu'il y a des personnes qui nous attendent ou qui suivent le périple, et que même si on est seul, on n'est pas vraiment seul, et que voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Je pense que chacun l'applique un peu à différents degrés, mais ça permet au moins de se rassurer. Et de rassurer ses proches aussi des fois, et ça c'est important aussi. Est-ce que tu penses qu'un périple comme ça, c'est possible aussi pour les filles qui vont être, ou les garçons d'ailleurs même, plus timides, plus introvertis, qui vont pas forcément vers les gens, qui ont du mal à s'affirmer? Est-ce que c'est fait pour tout le monde réellement, un voyage comme ça? C'est une question compliquée, honnêtement. Déjà, je pense que ça dépend de la définition que tu as d'introverti, parce que en soi, moi qui suis une grande pipette, je pense que je suis introvertie au sens où j'ai besoin de calme de temps en temps pour me ressourcer. Et ça, je sais que ça peut être quelque chose qui va me fatiguer un peu, justement, dans cette continuité d'enchaîner voyage en stop, où justement tu parles énormément avec les personnes, puis logement chez l'habitant, parce que du coup c'est une sursollicitation constante, et t'as envie de donner le meilleur de toi, t'as envie d'être super sociable, et des fois ça peut fatiguer. Donc c'est pour ça que moi aussi ça m'arrange bien d'alterner avec le bivouac. Comme ça laisse aussi un temps de justement un peu plus calme, où justement t'es un peu plus seul avec toi-même. Donc ça, je pense que ça nécessite, en tout cas pour les introvertis, ça nécessite de bien se connaître et de savoir un peu le niveau social qu'on peut tolérer, et de réussir un peu à alterner ces temps de pause avec ces temps d'échange et ces temps de sociabilité. Après, pour ce qui est de la timidité, je pense que c'est pas du tout aussi facile pour tout le monde. Et moi, je pense que j'ai des facilités, mais que j'ai franchies au fur et à mesure. Je dirais pas que c'est inné du tout, mais je pense que c'est un peu au fur et à mesure de repousser ses limites et de s'habituer à aller demander un peu à tout le monde est-ce que par hasard vous allez dans cette direction, est-ce que par hasard vous pourriez m'aider sur ce sujet, fait que du coup au fur et à mesure on se rend compte qu'en fait si on nous dit non c'est pas grave, et en fait ça nous déconstruit beaucoup sur le refus. On se dit en fait cette personne ne pouvait pas, n'avait pas l'énergie pour ça, n'était pas disponible pour ça, mais en fait il y a plein d'autres personnes qui au contraire sont super contentes de nous aider, au contraire vont être extrêmement heureuses. Et en fait je crois qu'une fois que tu as réussi à franchir ce premier cap de comprendre que le refus c'est pas grave, t'oses beaucoup plus te lancer malgré ta timidité, je pense. Mais c'est vraiment un cap à passer, et je pense que que selon le niveau de timidité ça sera plus éprouvant au début et donc plus fatigant, et donc faut peut-être aussi anticiper ce niveau de fatigue, et du coup commencer par quelque chose de plus petit au fur et à mesure l'ajuster au fur et à mesure du moment où on prend l'habitude, quoi. Je pense que c'est possible pour tout le monde de faire du stop, de voyager différemment, après peut-être à différents niveaux et peut-être plus progressivement aussi en fonction des personnalités, quoi. Oui, pas commencer directement par un tour du monde en stop. Oui, je pense que c'est mieux de s'entraîner un petit peu au début et voir justement si ça nous correspond aussi, parce qu'en fait, je sais que ces dernières années, on a tendance à beaucoup valoriser aussi le fait de... l'aventure, le voyage, c'est vraiment quelque chose qu'on valorise dans la société. Et en fait, moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec des proches où je me rendais compte que c'était pas forcément le rêve de tout le monde, les aspirations de tout le monde. Certains aiment pas forcément voyager seuls, même s'ils l'ont expérimenté. C'est valorisé, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde aime et qui va plaire à tout le monde. Donc voilà, je pense que aussi c'est ça, c'est apprendre à se connaître et puis savoir si c'est quelque chose qui nous plaît. Dans ces cas-là, le faire progressivement, mais peut-être aussi se rendre compte que des fois c'est pas pour nous, mais juste parce que nous ça nous plaît pas. Je te propose qu'on termine par parler un peu de la préparation de ton voyage. Ouais. Comment est-ce que tu prépares concrètement, on va dire, un voyage comme ça? J'ai vu que dans tes commentaires sur Instagram et TikTok, il y avait
plein de questions sur comment tu fais pour l'argent déjà, pour financer, le côté administratif, les vaccins, les visas, enfin il y a plein de questions sur ça. Donc voilà, si tu peux nous expliquer un peu comment tu t'y es pris. Côté matériel aussi. C'est sûr qu'il y a eu énormément de questions sur ça. Déjà pour la question du financement, parce que c'est quelque chose qui revenait souvent. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quitté mon job fin décembre, mais que ça faisait 1 an et demi que je travaillais et que j'essayais de mettre au maximum de côté en prévision un peu de ce gros périple que je savais que j'avais envie de mener. Et sur la route, après, j'ai pour projet de m'arrêter 1 an en Australie et de faire un permis vacances-travail, donc qui me permettra justement de travailler sur place en Australie pendant 1 an. Donc là, je compte déjà aussi regagner un peu d'argent au milieu du coup du périple. Et après, pourquoi pas aussi faire des missions de freelance, donc travailler directement en distanciel, mais via mon ordinateur. Donc ça, c'est un peu des choses qui me permettent de le subventionner et de le financer. Après, je compte vivre aussi avec peu. En soi, c'est un voyage une méthode, une façon de voyager qui nécessite finalement moins de ressources que si on organisait un gros voyage habituel. Je pense vivre avec 10 euros par jour. Donc ça, je me base sur l'expérience de d'autres aventuriers qui l'ont fait, qui m'ont expliqué un peu leur façon de faire. 10 euros, pourquoi ? C'est parce que déjà, le logement, je compte du coup utiliser des plateformes telles que Couchsurfing, Warm Shower, etc. où c'est vraiment un réseau de solidarité entre voyageurs, par exemple, ou même de personnes qui sont sur des sites et qui proposent d'héberger des personnes. Et je compte aussi beaucoup bivouaquer, donc ces 2 moyens-là me permettront de pas trop avoir les frais de logement. Après, pour tout ce qui est transport, du coup, je serai en stop. Donc ça, il n'y a pas trop ces questions-là. Et du coup, le principal de mes dépenses, ça va être pour les visas, le téléphone, les vaccins. Tout ça, c'est un peu les grosses dépenses en amont. L'assurance santé aussi. Je pense à toutes les dépenses. Et après, au quotidien, en soi, ça sera vraiment juste la nourriture. Pour moi, c'est important de quand même participer. Par exemple, avec mes chauffeurs, etc., je veux pas payer le stop parce que justement, je considère que j'ai pas envie que ce soit du covoiturage. Je considère que vraiment, je veux juste m'ajouter sur un trajet qui, dans tous les cas, était prévu pour mon empreinte carbone. Donc j'ai pas envie de switcher et de faire comme si c'était un covoiturage et qu'on partage les frais. Par contre, j'envisage justement tout ce qui est, pourquoi pas inviter mon chauffeur à boire un café ou à manger, enfin voilà. Donc il y aura aussi ces dépenses-là où j'ai envie de participer ou de contribuer à mon échelle et selon mes possibilités aussi. Et après, je compte aussi essayer de fonctionner au maximum un peu sur le système de troc. Je sais que par exemple, là, je vais avoir de l'équipement pour l'hiver. Au fur et à mesure, je compte aussi du coup, donner mes affaires à des personnes à qui ça peut servir. Moi, aller dans des friperies pour reprendre quelques vêtements, faire des volontariats où du coup, dans ces cas-là, je pourrais aussi être hébergée en échange justement d'aide que je pourrais faire. Donc voilà, ça sera vraiment en fait un style de vie qui me permet d'être assez minimaliste et qui me permet finalement de vivre avec peu, mais parce que j'ai le temps en fait. Comme j'ai pas forcément d'impératif en termes de temps, je peux rester bloqué à un endroit pendant longtemps et juste attendre finalement. Et ça me permet de vivre voilà, avec peu d'argent. Et pour l'équipement, ça c'est une bonne question. J'essaie de réduire au maximum parce que du coup mon sac à dos ça va être ma maison pendant plus de 3 ans. Et donc là, mon objectif ça serait d'arriver à 12 kilos maximum. Je suis pas sûre que j'y arriverai et je te redirai ça le jour J. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est vraiment peu. En gros, du coup, il va avoir... le plus lourd, ça va être du coup tout l'équipement de camping. Donc tente, matelas et sac de couchage. J'essaie d'avoir des choses ultra light et c'est le plus gros de mes dépenses aussi. Et ensuite, après, niveau vêtements, je serai ultra minimaliste, j'en aurai très peu. Là, je suis encore dans cette étape-là, malheureusement, je suis un petit peu en retard. Dès que j'aurai tous les équipements, j'en parlerai un peu plus précisément et je pourrai aussi témoigner un peu sur qu'est-ce que j'ai pris finalement. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre en fait les équipements les plus light possibles et au niveau des vêtements, les plus unis possibles pour que je puisse les utiliser et qu'ils soient assez passe-partout. Voilà. Donc, je veux dire au revoir à mon style pendant plusieurs années. C'est pas très grave. Voilà, il y a pire. Et donc, tu parles de plusieurs années, tu disais tout à l'heure 3 ans. Est-ce que tu as une idée à peu près de l'itinéraire que tu aimerais suivre, même si j'imagine du coup, vu que c'est sur plusieurs années, c'est pas un itinéraire précis, mais voilà. Ouais.
Bah, c'est ce que je te disais, en fait, c'est que je vais... Enfin là, pour l'instant, ce que j'envisage, c'est de... Donc, je vais partir de la Bretagne et je vais en direction de l'Australie. Donc, je vais passer par l'Europe, après Turquie. Après, en fait, c'est ultra changeant parce qu'il y a forcément le contexte politique dans plusieurs pays qui varie beaucoup. Et voilà. Donc, après, arrivé en Turquie, je sais pas trop si j'irai vers l'Iran, si je remonterai, si je fais du bateau stop. Enfin, voilà, c'est encore... pas clair et j'attends aussi d'arriver à ce niveau-là pour savoir. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est remonter ensuite vers tout ce qui est Ouzbékistan, Kazakhstan, Mongolie et après redescendre vers la Chine jusqu'en Indonésie et faire du bateau stop en Indonésie pour aller en Australie, puis reprendre un bateau pour aller vers l'Amérique latine et reprendre un bateau transatlantique pour aller en Afrique. Sachant que ça, c'est un point important à préciser, c'est que je le fais totalement à contresens, que ce n'est pas logique ce que je veux faire, parce que je suis à contrevent et que le plus logique voudrait que je commence par une transatlantique en direction de l'Amérique. Et c'est vraiment ce que la plupart des personnes font. Moi, je sais que j'ai vraiment envie de faire la grosse partie continent et stop maintenant, parce que je sais que là, j'ai l'énergie pour et je sais pas dans plusieurs années dans quel état d'esprit je serai. Donc voilà, donc je le fais dans ce sens-là et je croise les doigts pour trouver un moyen de faire l'Australie jusqu'à l'Amérique latine en bateau stop, ce qui ne va pas être gagné. Mais voilà. Ouais, tu veux commencer par le plus compliqué. C'est ça, le plus éprouvant. Enfin, je sais que... Le plus éprouvant. C'est un grand mot parce que je pense qu'en vrai, une traversée à bateau, c'est aussi très très éprouvant, mais pas de la même façon, je pense. C'est plutôt mental. Alors que là, je pense que le stop sur tous ces continents-là, ça va être mental mais physique aussi. Et là, j'ai beaucoup d'énergie, donc je me dis que c'est un peu le moment de le faire. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu comptes traverser des pays où les droits des femmes ils sont peu respectés ou des pays assez conflictuels qui peuvent être dangereux, assez instables? Alors ça c'est une question assez compliquée au sens où comment on définit par exemple tu vois le droit des femmes et pas respecté, sur quoi on se base? Est-ce que c'est notre vision occidentale? Je trouve que c'est toujours difficile de savoir à quelle échelle on se base pour dire non, je suis pas d'accord avec ce qui est fait et du coup voilà. Oui, et comment ça peut te mettre en danger aussi ou pas du tout? L'idée c'est vraiment que je me renseigne au maximum et que tu vois si c'est trop dangereux, je le ferai pas et je vais essayer de trouver dans tous les cas une manière de contourner, voilà. Mais ça va vraiment être au fur et à mesure, tu vois, que je vais essayer de juger et de me dire est-ce que c'est en accord moi avec mes valeurs dans un premier temps et aussi avec ma sécurité, parce que c'est certes c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de réaliser, mais c'est pas à tout prix. C'est pas au prix de ce que je pense, de mes valeurs, et c'est pas au prix non plus de ma vie, quoi, de ma sécurité. Donc non, bien sûr, je vais vraiment évaluer à chaque fois en fait d'un pays à l'autre. Je me laisse justement ces temps longs pour juger un peu de la prochaine étape, voir comment c'est dans le pays et en fonction de ça je prendrai mes décisions au fur et à mesure, mais non, en tout cas l'idée c'est pas de faire ce tour du monde de façon bornée et inchangée en mode défi à tout prix. C'est vraiment de réfléchir, de me poser, de voir si c'est toujours cohérent avec mon projet, constamment en fait me questionner sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, voilà. Sur un autre sujet, tu disais aussi que c'était un voyage solidaire. Ouais. Tu vas travailler avec des ONG, des classes scolaires. Comment est-ce que ça a fonctionné? En quoi ça consiste à peu près? Et ça, c'était un point que j'avais super envie de mettre en place. C'était, en gros, on parle beaucoup de l'environnement. En tout cas, moi, j'étais assez engagée sur ces thématiques-là en France. Et je suis très intéressée justement d'échanger avec donc un peu acteurs, actrices dans le monde engagés sur la thématique de l'environnement. Et du coup, je suis partie sur le projet de réaliser un court-métrage où je vais à la rencontre d'acteurs et d'actrices sur cette thématique-là. Donc ça peut être des personnes qui sont militantes dans des ONG, dans des associations, mais ça peut être aussi des acteurs plus isolés qui, à leur échelle, font quelque chose qui a de l'impact. Et l'idée, c'est pas du tout d'avoir un peu une vision exhaustive de ça, mais c'est vraiment juste de donner la parole à des personnes dans d'autres pays et montrer un peu leur vision des choses à eux. Et après, mon idée, ça serait de m'investir dans certaines ONG sur des temps un peu plus longs pour aussi
prendre le temps moi un peu plus de m'ancrer, de m'imprégner de ces thématiques-là et d'aider à mon niveau. Du coup, le fil conducteur, c'est vraiment que je prenne contact avec ces personnes-là pour réaliser le court-métrage. Mais après, j'aimerais bien du coup rester un peu plus sur des temps longs dans certaines ONG. Bon, j'espère que ça va bien fonctionner. J'aimerais bien qu'on termine, si tu le veux bien, sur ton explosion littéralement sur Instagram. Parce que quand j'ai commencé à te suivre, t'avais un peu d'abonnés, mais pas énormément non plus. Et en encore 10-15 jours ou 2 semaines, enfin très très peu de temps, ça a explosé. Là, t'es à plus de 100 000 il y a quelques jours. Je l'avais vu, t'étais à 40 000. Comment est-ce que tu vis ça? C'est quand même assez fou. Et est-ce que ça va changer quelque chose dans ton aventure? Alors oui, ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu. On en rigole beaucoup avec ma sœur parce qu'en fait, au moment où j'ai publié mon réel pour expliquer le projet, je lui avais dit que ça me ferait plaisir qu'en fait qu'il y ait 50 personnes qui s'abonnent suite à ce réel, en me disant bon bah du coup comme ça on serait 2000. Donc oui, c'est pour te dire, j'étais à 1950 du coup vu que j'ai dit ça. On serait 2000 et ça serait bien pour me lancer dans l'aventure quoi. C'était vraiment Enfin, moi, je l'ai partagé parce que du coup, j'avais l'impression que ça allait bien expliquer le projet et que j'en parlais tellement à tous mes proches que je me suis dit, bon, bah, autant l'annoncer aussi un peu sur les réseaux sociaux. J'avais pas du tout prévu que ça ait une aussi grosse ampleur. Ça me fait super plaisir, mais c'est ce que je dis aussi, c'est que ça me fait un peu peur aussi parce que ça fait beaucoup de monde, du coup, qui est arrivé. Comme je suis engagée sur des sujets environnementaux, par exemple, j'ai envie d'encore mieux en parler, de capter encore plus les personnes sur ce sujet-là. Mais forcément, je reste moi aussi et je reste la Juliette d'il y a quelques jours en soi. Donc voilà, donc ça met un peu la pression. À la fois, je suis super contente parce que je me dis que ça veut dire qu'il y a vraiment de plus en plus d'intérêt pour le sujet de voyager autrement. Je pense qu'aujourd'hui, enfin toutes les questions et tous les sujets de voyage alternatif, finalement, c'est beaucoup des petits réseaux d'aventuriers qui échangent entre eux. Et moi, j'adore ça parce que c'est beaucoup de bouche à oreille. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de questionnements encore pour beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer et qui savent pas où chercher. C'est plutôt bon signe, justement, d'une réflexion qui est en train de s'ouvrir à ce niveau-là. Et moi, si je peux y contribuer à mon niveau, ça me fait super plaisir. Après, j'ai pas envie non plus d'être trop sur les réseaux. L'idée, c'est aussi que moi, je puisse me déconnecter et vivre vraiment le moment présent parce que c'est tout l'objet de mon voyage, c'est aussi la rencontre. Et vraiment de vivre le moment présent avec les personnes que je rencontre dans le réel. Je vais vraiment devoir balancer ça entre ma vie personnelle et les instants présents que je vais vivre dans le quotidien et aussi de partager et d'aider les personnes qui veulent se lancer à leur tour à pouvoir le faire et à leur donner les bons conseils, les bonnes astuces pour les encourager à voyager différemment et leur montrer que c'est possible et que c'est trop bien et que eux aussi, je pense qu'ils aimeront bien ça s'ils ont un peu d'informations sur comment le faire. Pour conclure, toujours, on nous demande le petit message à faire passer. Par exemple, ce que toi tu souhaites apporter avec ce voyage pour toi et aussi pour les autres, ou une information à ajouter. Voilà, c'est le moment un peu libre pour conclure l'épisode. Je pense que si j'avais quelque chose à dire, moi, c'est pas mal en lien avec le stop finalement, mais c'est que j'ai l'impression qu'on nous montre beaucoup une société qui est un peu individualiste. Et je trouve qu'en fait, en voyageant comme ça, on se rend compte que finalement, c'est pas forcément le cas. En osant aller vers les personnes, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de bienveillance. Et que en fait, en voyageant différemment, on a aussi l'impression et la satisfaction de vivre l'aventure et de découvrir plein de nouvelles choses. Donc si j'avais un conseil, ça serait vraiment juste pas forcément de partir à l'autre bout du monde comme moi, mais juste d'oser sortir un peu de sa zone de confort et de tester des nouvelles expériences, d'aller à la rencontre des personnes. Et je pense que ça nous apporte beaucoup d'un point de vue personnel. Je pense que j'encourage tout le monde à se lancer dans des belles aventures et selon les envies qu'on a chacun, quoi, qui nous correspondent. Super, alors, merci beaucoup et merci pour cette discussion. Donc, je rappelle... La Bretonne en stop, allez la suivre sur Instagram et sur TikTok et allez la soutenir pour le début de ce grand périple car n'oublions pas que tu pars le jour de la publication de l'épisode. Okay. Merci, j'ai hâte de suivre tes aventures, de voir comment ça va se passer. Merci à toi Elise. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît,
vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.